auparavant. Alors, Monsieur Monzé, on va faire l'ouverture officielle. Joël Monzé, on va faire l'ouverture officielle de notre webinaire. Il est présentement 10 heures. Nous avons 60 personnes en ligne présentement. Quand même un bon taux sur les 120. Je trouve ça pas pire quand même. Et il y a des gens qui se sont aussi inscrits pour avoir le lien de la reprise ensuite. Donc, je veux dire bonjour à Madame L'Espérance. Oui, ça va être fort intéressant, on l'espère aussi. Donc, vous avez vu qu'il y avait un chat, chers participants. Vous avez vu qu'il y avait un chat. Vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires. Je ne répondrai pas à tout, on n'a pas le temps. Et je me suis rendu compte avec M. Marquis, j'ai fait un webinaire il y a 2 semaines, que lorsque je lis, j'ai de la misère à suivre la personne qui me parle et faire une suite à ce que notre invité dit. Donc, c'est pas simple de gérer les deux. Écoutez, Monsieur Monzé, Joël, bon, on va essayer de se tutoyer. Je vais essayer, je vous jure. Mais sais-tu pourquoi est-ce que moi j'aime le tu? Ben oui. Parce qu'à cause de ma formation, de mes diplômes et tout ça, le fait que je suis souvent médiatisé, je trouve que ça crée comme un espace. J'ai pas envie d'être sur un piédestal. Moi, je suis un être humain qui s'implique socialement, qui a fait un bout de chemin au niveau des études, qui écrit des bouquins parce qu'il a des choses éventuellement à dire. Mais j'ai pas le goût d'être pris pour, comment dire, tu sais, je suis un être humain qui fait des bonnes choses, mais qui fait aussi des gaffes. Puis je me sers de mes gaffes pour faire des meilleures choses après. Okay. Mais donc, pour moi, le tu, ça rend le contact beaucoup plus de personne à personne, ce qui, moi, m'intéresse, en fait. Ah, ben alors, je vais vous poser tout de suite une question. Avant de passer à votre bio, parce que là, on parle de tutoiement, est-ce qu'un prof devrait se faire tutoyer en classe? Parce que là, il y a plusieurs écoles qui obligent le vouvoiement, comme à l'école où je suis, par exemple, où j'étais avant, on est revenu avec le vouvoiement. D'après vous, est-ce que ça change quelque chose avec le lien de l'élève et le respect des élèves envers nous? Non. Alors, dites-le encore. Alors, dites-le encore. Mais en fait, à l'époque où j'enseignais au primaire, les enfants pouvaient me tutoyer. Et je n'ai jamais, jamais, jamais eu de problème de discipline. Aussi bien quand j'ai fait mon baccalauréat et que je faisais mes stages que quand j'étais titulaire de classe, tout simplement parce que l'autorité, on en a ou on n'en a pas. Elle se dégage. Et donc, qu'on me voit ou qu'on me tutoie, ça change rien. Dans le sens que quand un professeur est dans une justesse d'intervention, il n'a pas besoin du vous pour asseoir son autorité. Il est l'autorité. Quand il est bienveillant, quand il est tintin, quand il est humble, les enfants ont juste le goût de suivre le courant et n'ont pas le goût de contester. Et si éventuellement il y a une contestation, il y a un petit quelque chose, un petit contact qui peut se faire visuel, verbal ou dans un contact particulier qui fait en sorte que à ce moment-là, on rassure l'enfant, on rassure l'adolescent. Et une fois que l'enfant ou l'adolescent est rassuré, il n'a plus besoin de confronter l'autorité. Mais si on le laisse en souffrance, on a beau être vouvoyé, ça change rien. Alors c'est certain que, tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais dans une école où on était obligé de dire monsieur et dans le vous. Et ce que j'avais donné comme consigne à mes élèves, c'était, écoutez, quand on est avec tout le monde, dans la cour, dans les couloirs, c'est monsieur vous. OK? Mais dans notre classe, vous m'appelez Joël et vous me dites tu. Et ce qui fait que, mais ça fait un espace de fédération dans la classe. Et de confiance. Ça crée exactement, confiance. on est une équipe. Et moi, je suis le capitaine du bateau. C'est à moi de tenir le gouvernail. C'est pas un de mes élèves de tenir le gouvernail. OK? Je comprends. Et à ce moment-là, les enfants, ils embarquent dans le bateau. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Avec toi. Je veux être avec toi. Il y a Lynn Dubé qui nous demande si c'est filmé. Oui, Lynn, c'est filmé et ça va être aussi édité sur ma je vais le dire, ma chaîne YouTube. Monsieur Monzé et nos enfants dans tout ça parce qu'on vit des choses assez difficiles ces temps-ci. Alors, le but un peu du webinaire, c'était comment aider nos jeunes, comment les comprendre, les écouter. Puis, je pense que comment on peut s'aider soi-même pour aider nos jeunes. Parce que je pense que si on ne prend pas soin de nous, c'est difficile de prendre soin des autres. Donc, Monsieur Joël, si vous voulez, je vous le dis, là, ça va être long. Hein. Peut-être que vous pourriez commencer par une petite bio. Parce que je suis allé voir sur votre site joelmonzé.com et j'ai eu de la difficulté à prendre
uniquement des parties parce que c'est assez incroyable. Vous avez un CV assez incroyable. Là. Donc, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'on devrait retenir de qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi? Là, t'es qui, toi, Joël Monzé? En fait, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille assez dysfonctionnelle, merci. Mm-hmm. Et très tôt, je faisais la différence entre ce que je vivais et ce que j'aurais dû vivre. Déjà à 4, 5 ans, 6 ans, je me rendais compte de ce décalage-là. Et pour moi, cette lucidité-là a été salvatrice. Donc, c'est une bonne chose, même si ça n'a pas empêché les moments de grand doute. Mais quand j'étais gamin, je me disais, OK, moi, quand je serai grand, je vais expliquer aux adultes comment ça marche un enfant. Et c'est toujours resté. Mais vous aviez quel âge? T'avais quel âge à l'époque? 5, 6 ans, 7 ans? OK. Les enfants de cet âge-là sont beaucoup plus conscients qu'on ne le croit. On va éventuellement les endormir. OK? On va les endormir avec la télévision, on va les endormir avec des excès d'autorité, on va les endormir parce qu'on ne répond pas nécessairement à ce qu'ils ont, mais c'est comme si, pour moi, la seule possibilité que j'avais de survivre à l'univers de violence dans lequel j'étais, c'était de conserver cette flamme intérieure-là. Et j'ai eu la chance de rentrer à l'école très tôt. Je suis rentré à l'école à 2 ans. Parce qu'en Belgique, il y a 3 années d'école maternelle, mais j'ai eu une dérogation pour rentrer un an plus tôt que prévu. Et d'avoir une amie à ce moment-là qui est rentrée au même moment que moi, qui avait le même âge, qui elle aussi avait une dérogation. Et on était comme les deux doigts très fortes. Et je ne sais pas ce qu'elle vivait, elle, dans sa famille, mais ça reste que cette relation d'inconditionnalité quand on est amis a vraiment été aussi un point d'ancrage et un point de résilience majeur pour moi, qui était différent de ce que j'avais en héritage chez mes parents. Donc, c'est ça, je grandis petit à petit. Puis, en Belgique, à cette époque-là, il y avait encore le service militaire qui est obligatoire et on était majeur qu'à 21 ans. Ce qui fait que de deux choses l'une, le service militaire, t'es pas payé. En fait, tu vas faire le tweet dans la boue. Parce qu'on s'entend que si j'étais soldat, j'irais pas faire le tweet, mais on me demanderait pas de faire la même chose si j'étais soldat que si je faisais un service militaire. Et en même temps, ça fait en sorte que financièrement, on est dépendant du parent très longtemps. Et quand j'ai voulu m'inscrire pour mon bac, c'était très clair pour moi, je voulais faire la psychologie pour l'enfant avec un accès aux neurosciences, même si à cette époque-là, on parlait encore très, très, très peu du cerveau, mais c'était très intuitif que je voulais comprendre comment fonctionne le cerveau. Et mes parents se sont opposés à ça. Ce qui fait en sorte que j'avais le choix entre être ingénieur et enseignant primaire. Okay. C'est les deux seuls choix que mes parents me donnaient. Donc, j'ai choisi ce qui se rapprochait le plus, en fait, de ce qui, moi, m'interpellait, et je le regrette pas. Parce que aujourd'hui, même si j'enseigne plus dans une classe d'école primaire, dans une école, je sais c'est quoi la réalité d'un prof. Je sais c'est quoi dealer avec une classe. Donc, quand j'enseigne à des professeurs, à des TES, à du personnel de soutien dans une école, même si aujourd'hui, si je devais revenir sur le plancher, j'aurais un bout de chemin à faire parce que ça fait quand même 27 ans que je n'enseigne plus, en tout cas plus au niveau du primaire, ça reste que la réalité d'une école, la gestion d'un programme, des collègues, des enfants, des parents des enfants, j'ai connu ça. Donc, quelque part, dans le côté sombre de mon histoire où on m'a imposé quelque chose, c'est quelque chose de génial. Puis en même temps, c'est quand même 3 ans de formation en pédagogie et en psychologie de l'enfant qui m'ont été très utiles aujourd'hui pour animer une formation, pour animer des choses. Et donc, en fait, j'ai commencé à enseigner en 1990. Et de là, chose qui est assez intéressante, c'est que quelques mois avant, en fait, que moi je commence à enseigner en tant que titulaire de classe, il y a un film qui est sorti, dont tu dois te souvenir peut-être, de Dead Poets Society. Et en Belgique, il y a plein de profs qui se sont dit, moi j'étais Monsieur Keating, moi j'étais Mademoiselle C, comment ça se fait que je suis aujourd'hui désabusé par le système? Et les profs disaient, c'est pas le lien avec l'enfant qui va plus, c'est le contexte dans lequel on demande de fonctionner. Et donc, la base a commencé, tous touchés par les gens. Les syndicats sont pas là, le gouvernement encore moins. OK? Se dire, c'est pas logique ce qu'on vit actuellement dans nos écoles.
On a commencé à s'en parler, d'école en école. Puis ça a grondé. Puis on a commencé à faire des marches, parce qu'en Belgique, le mercredi après-midi, c'est congé. Ah, OK? OK. Donc, on se rencontrait dans un village, dans de différentes provinces. On allait marcher pendant l'après-midi, puis on partageait nos expériences. Et en fait, il y a un mouvement populaire qui s'est fait chez les profs, mais toujours sans déranger la population. OK? OK. Et donc, arrivent les vacances. Le gouvernement est bien heureux, parce qu'il pense qu'on va rentrer bien gentiment chez nous et dans notre classe après. Sauf que c'est pas ce qu'on a fait. Et on a continué des journées de congé, des mercredis après-midi, à défiler pour dire, regardez, on veut plus d'argent, pas pour les salaires, on s'en fout des salaires. Oui, on pourrait mieux payer, être mieux payé. Ah, c'est clair, mais on pourrait toujours être mieux payé. Exactement, mais ce qui nous est nécessaire, c'est l'aide qu'on va apporter aux enfants. De quelle manière on va les aider? Comment ça se fait qu'il y a autant d'enfants en souffrance? On est en 1990 et on voit vraiment le décrochage déjà que certains élèves vont faire. Et puis, alors, à ce moment-là, le 27 septembre 90, c'est une journée fériée en Belgique francophone, comme le 24 juin ici au Québec. OK. On est dans une manifestation autorisée, on est plusieurs milliers de profs, on frappe dans les mains, on fait du tambour, on a des trompettes, on est dans une marche pacifique, dans la réglementation que la police nous avait donnée, mais ça dérange le politique en titi. Mm-hmm. Et le politique demande à la police de nous charger, et on se fait tabasser par la police. Ben, voyons donc. Ben voyons donc, on n'est pas rentré à l'école pendant 7 semaines. De la maternelle qui commence à 3 ans jusqu'à la fin d'université, il n'y a pas une seule classe qui a fonctionné. C'était une atteinte à la démocratie. Et de nouveau, c'est pas les syndicats qui étaient derrière. Les syndicats ont couru derrière nous. Alors, c'était qu'ils nous ont accompagnés là-dedans. Les syndicats n'étaient pas là, c'était un mouvement humain, là. Oui, exactement. Tu sais, et comme au départ, peut-être les carrés rouges, les associations étudiantes ont suivi, mais à la base, c'est un mouvement d'étudiants qui était là. OK? Et donc, on était vraiment pacifique et ce qui a fait en sorte que quand on est rentré dans les classes au mois de novembre, en fait, à la mi-novembre, on avait donc 35 jours de classe de moins. Comment est-ce qu'on gère ça, 35 jours de classe de moins? Moi, c'est ma première année comme titulaire. J'ai été diplômé en juin. On est en novembre. OK, on gère ça comment? Mais donc, on s'est préparé à la rentrée. Et ça, je crois que c'est un gros défi pour les professeurs, sans savoir à quel moment ils vont revenir en classe. Il y a une nécessité de se préparer parce qu'on ne peut plus enseigner de la même manière. Non. OK? Donc, ne serait-ce que parce que pendant 1 an ou 2, il va falloir absorber, en fait, ce qui se passe, ou le manque, ou les émotions des enfants. Et pendant toute l'année, donc tout le reste de l'année, on n'a pas arrêté de dire aux enfants, stressez-vous pas. Toutes les écoles, toutes les classes de la Belgique francophone, on a fait de grève. Il n'y a personne qui a fonctionné. On est tous sur un pied d'égalité. Donc, quand bien même vous déménageriez, c'est pas grave, c'est la même réalité tout partout. Et donc, on a déstressé beaucoup nos élèves. Ce qui a augmenté encore plus les choses, c'est que en 1991, ça va démarrer le 2 août 90, les Américains commencent à être dérangés par Saddam Hussein, laissent envahir le Koweït, et donc il faut justifier que l'OTAN va attaquer Saddam Hussein. Oui, mais moi je travaille dans une école à 80 km du centre névralgique de l'OTAN. Ah oui. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Moi, je suis dans la banlieue de Liège, hein, d'accord? Et donc, mes élèves, quand ils rentrent en classe, tu sais, je suis dans une école catholique. Tu sais, c'est vrai que le paradis existe? C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Monsieur, est-ce qu'on va mourir? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'on peut croire ce qu'on nous dit à l'église? Et donc, les enfants sont dans plein d'émotivité. Donc, moi, comme prof, j'ai 2 choix. Ou bien j'embarque dans mon rôle de professeur et je ne vois que la scolarité, ou je me rends compte que j'ai des êtres humains qui sont paniqués devant moi. Et à ce moment-là, je vais passer 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes certains matins en fonction des nouvelles qui ont été données la veille aux informations pour accompagner les enfants et créer du sens dans tout ce qui se passe. Pas pour leur promettre que le paradis existe, j'en sais rien. D'ailleurs, je me suis fait sérieusement enguirlander par ma directrice parce que j'ai osé dire que je ne savais pas si le paradis existait. Oh là là. Parce qu'on était dans une école catholique et il fallait que je dise que le paradis existe. Ben oui, c'est clair. Oui, mais c'est pas ça mon expérience.
Et finalement, c'est le doyen de la région qui m'a baqué, parce qu'il a dit la réaction de Joël Monzé est adéquate, on ne sait pas ce qu'il y a après, tu sais. Ouais. Donc, tu vois qu'il y avait des confrontations qui étaient là. Mais pour revenir à ça, c'est que, de nouveau, le fait d'accompagner mes élèves et de prendre le temps de considérer l'expérience humaine de mes élèves avant de considérer le rôle scolaire faisait en sorte que chaque soir, je me rendais compte que j'avais été capable de livrer la marchandise. Parce que les élèves, quand ils sont rassurés, quand ils sont confirmés dans un lien de sécurité avec l'enseignant, avec le parent. Parce que le Okay? parent a un rôle à jouer aussi. Oui, oui, mais il est majeur. Parce que, Joël, si moi, dans la classe, je dis, ben, sans banaliser ce qui se passe, puis sans dramatiser non plus, si j'ai un rôle d'apaiseur, appelons ça comme ça, là, tu sais, j'apaise un peu les peurs, les craintes, je leur explique la situation, j'essaie d'être le plus objectif possible. Si à la maison, les enfants reçoivent une décharge d'anxiété, de stress, c'est à recommencer le lendemain matin. Oui, oui, et même si c'est à recommencer le lendemain matin, ça vaut la peine. Parce que le cerveau d'un enfant, quand il est pris par les angoisses, il n'entend plus ce qu'on lui dit. Il n'est plus capable de mémoriser ce qu'on lui demande de mémoriser. Il n'a pas la disponibilité intellectuelle pour pouvoir travailler en classe. Et à force d'oublier cette réalité-là, on en est arrivé à devoir médicamenter un paquet d'enfants pour les amener à se conformer. Parce que la médication qu'on va utiliser dans le cas de TDAH, c'est une médication qui va venir inhiber en fait toutes les sensations et toutes les émotivités de l'enfant. Donc l'enfant ne se sent plus, il n'existe plus et fonctionne. Mm. Et c'est vrai qu'à court terme, parfois, ça fait partie de la solution, mais si on ne prend pas compte, nous, en tant qu'enseignants, nous, en tant que parents, nous, en tant que professionnels de la santé, de l'importance de l'émotion de l'enfant, on va en avoir de plus en plus des enfants et des familles en détresse. OK, donc vous êtes en train t'es en train de me dire que le programme, oui, est important. Évidemment, il faut qu'il apprenne à compter, puis lire, puis écrire. Là. Ça, c'est la base d'une vie. Là. Mais que ça se peut que dans une journée, là, je vais dire perdre du temps, mais c'est pas ça que je veux dire. Là. Ça Consacrer du temps. Oui, mais pour certains profs, c'est perdre. C'est pour ça que je disais pour ça que je disais perdre. Ça vaut la peine de prendre, même, parce que moi, je le fais, là, je voulais pas le dire, mais je le fais beaucoup, ça, là, quand il arrive des événements quelconques, même des chicanes à la cour de récré, il y a des histoires de racistes qui partent. Des fois, je fais comme wow, t'as peu, là, parce que si j'arrête pas ça là, puis j'en parle pas, ça va continuer de toute façon. Et il y a des élèves qui se sentent pas bien. Puis moi, je leur dis toujours, tu ne peux pas te sentir mal à quelque part. Ça fait partie des droits de l'homme, ça. À être bien partout sur la planète. Oui. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Non, au contraire. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est que on est capable de récupérer. Alors, c'est certain que c'est plus facile au primaire qu'au secondaire parce qu'on a les enfants toute la journée. OK? Mais en même temps, au secondaire, j'ai plein de mes profs qui l'ont fait. Quand il y avait des événements particuliers qui se faisaient, tu sais, à un moment donné, il y a eu un tremblement de terre à Liège assez. Il n'y a pas eu beaucoup de dévastation, mais ça reste quand même, c'était un 4.9 et les enfants et les adolescents que nous étions, on était bousculés. Il y a eu plusieurs moments, il y a eu des situations politiques. Moi, je me souviens que quand j'étais adolescent, il y avait deux groupes de terroristes en Belgique, d'un côté les CCC d'extrême gauche et de l'autre côté les tueurs du Brabant d'extrême droite, qui mettaient des bombes ou qui débarquaient dans les grands magasins pour mitrailler du monde, pour plaisir. Mais c'est certain que il fallait processer ça. Ben oui. Et si le jeune n'est pas amené à processer ça, mais il reste avec ça. Et maintenant, ce que je sais du cerveau, parce que tu sais, je suis pas resté sur mon parcours, on est déjà beaucoup dans l'échange que tu voulais avoir, mais ce que j'ai fait en fait après quand j'enseignais au départ, j'ai fait une première maîtrise. Qui sont des interventions comme professionnel de la santé, comme comment dire, psychomotricien. Et là, j'ai eu des contacts en fait avec le Québec.
Je suis tombé en amour avec le Québec, j'ai décidé de venir vivre ici. Et pour plein de raisons, je me suis dirigé faire une deuxième maîtrise et puis un doctorat en neurosciences parce que je voulais comprendre ce qui se passait. Et mon doctorat, j'ai fait des analyses de cellules chez le singe pour pouvoir arriver à comprendre comment le signal est comment dire, traité par le cerveau. Ce qui fait que ça me donne une compréhension du cerveau qui est bien différente que celle qu'on utilise juste en imagerie cérébrale. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on prétend sur les enfants au départ d'études qui sont faites en imagerie. L'imagerie, c'est un scan, d'accord, et on voit les zones qui sont plus ou moins actives, mais c'est le néocortex qu'on va analyser. Mais les enfants, ils n'ont pas encore suffisamment de néocortex pour qu'on puisse voir le fonctionnement du néocortex. Donc, on ne les met pas dans des scans. Et il y a des provinces, comme le Québec, où on n'a même pas le droit de mettre un enfant dans un scan pour faire des recherches scientifiques. On peut le faire pour détecter de l'épilepsie ou un cancer, mais on ne peut pas le faire pour faire une expérience. Donc, on se base sur un cerveau d'adulte et on présume ce qui se passe chez un enfant. Puis bien souvent, on va le diagnostiquer parce qu'on dit que finalement, l'enfant n'atteint pas les performances qu'on s'attendrait à avoir. Ben, c'est normal, c'est un enfant, c'est un ado, c'est pas un adulte. Et donc, en fait, aujourd'hui, ben, ça me permet d'avoir des interventions en tant que psychothérapeute, d'avoir une compréhension donc de la psychologie, des neurosciences, de la pédagogie, puis de l'offrir pour que on puisse arriver à mieux comprendre le petit bonhomme ou la petite madame qui est en classe, qui essaie de faire son possible et de sortir des luttes de pouvoir que l'on a continuellement dans nos maisons ou dans nos classes, dans nos cours de récréation, pour essayer d'amener les jeunes à se développer. Et plus le jeune arrive à se développer, plus il est capable de s'impliquer et de se responsabiliser. Donc, en travaillant sur le développement du jeune, en soutenant le développement du jeune, à ce moment-là, je lui permets de se responsabiliser, de s'impliquer, parce qu'il en a le goût. J'ai plus d'efforts à faire là. Non, c'est ça. Le jeune en a le goût. Il a envie. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de son développement qui ne marche pas. Donc, travaillons sur son développement et aidons-le, en fait, à se mobiliser dans sa vie. Parce que c'est difficile quand même comme parent, parce qu'il y a des parents aussi, il y a beaucoup de parents, je pense, avec nous, là. Je pense que c'est pas facile non plus parce que, tu sais, Joël t'a dit, en fait, je sais pas comment tu as fait ça, là, parce que même très jeune, tu te rendais compte que ce que tu vivais à la maison, c'était pas nécessairement normal. Et puis, t'étais allumé solide, là, je pense, là. Non, mais il a fallu qu'il y ait quelque chose qui se passe quand même, mais c'est difficile après, quand on a été élevé d'une certaine façon, de pas vouloir que ça fonctionne de la même façon qu'avec nos enfants. Tu comprends mon point? Tu sais, je veux dire, moi, mes parents me disaient, écoute, arrête de pleurer, là, puis va-t'en dans ta chambre, c'est fini, tu sais. Je veux dire, OK. OK. Tu sais, je veux dire, je vivais peut-être une peine, mais après ça, est-ce qu'il faut toujours prendre du temps avec l'enfant pour qu'est-ce qui va pas, mon grand? Est-ce que tu sais où est-ce que je m'en vais, là? Tu parlais de bienveillance à un moment donné, là. On n'est pas un peu trop bienveillant à un moment donné? Il n'y a pas comme un juste milieu parce que tu disais que je vais te citer, là, tu disais que des parents trop bienveillants nuisent à l'enfant. En fait, je vais nuancer ce que j'ai dit. OK. Dans le sens que, premièrement, au moment où l'enfant vit une crise, son cerveau, la manière dont il réagit, OK, le sang ne va plus dans le haut du cerveau, se concentre sur les zones de survie dans la partie reptilienne du cerveau. OK? Donc là, à ce moment-là, il n'est plus disponible ni pour la relation, ni pour les apprentissages, ni pour le respect du code de vie. Il est en survie. Okay. Et ce qui lui permet de survivre dans un bois quand il est dans une situation délicate, va lui nuire dans une maison ou dans une classe. À partir du moment où moi je comprends ça, je dis, OK, la première chose que j'ai à faire, c'est de faire une réassurance de l'enfant. Et ça, c'est proposer une présence. Et Pierre, je demande, quand je donne des formations des enseignantes ou à des professionnels de la santé, je demande presque toujours quelles sont les choses que vous reprochez le plus de filles que des gars qui sont là dans ce genre de groupe. Ouais.
Quelles sont les premières choses que vous allez reprocher à votre conjoint? Il ne m'écoute pas. Parce que nous, on est des gars et on part en mode solution. Problème, solution. Problème, solution. OK? Donc, quand notre blonde nous parle, c'est un problème, voilà la solution. Mais ce que notre blonde a besoin, c'est juste d'être écoutée. Elle est assez intelligente de toute façon pour trouver la solution ou minimalement pour nous demander à un moment donné, qu'est-ce que tu en penses? À ce moment-là, on peut peut-être proposer une solution. Ben, c'est drôle, hein? Mais on oublie ça avec nos enfants, y compris les mamans, y compris les enseignantes. On part immédiatement en mode solution. Donc, l'enfant ne fait en fait finalement aucun apprentissage parce qu'il n'y a pas de lien. Donc, l'enfant reste avec son angoisse, reste avec sa peine. Il reste coincé. Et tant et aussi longtemps qu'il est coincé, son cerveau ne fait plus aucune nouvelle synapse. Les synapses, c'est les contacts entre les neurones qui permettent au cerveau d'être efficace. Et chaque neurone doit faire entre 40 000 et 100 000 contacts. Donc, si l'enfant est coincé dans un moment de survie, il fait plus de nouvelles synapses et donc il ne peut plus maturer. D'où la réassurance est nécessaire parce que ça permet, d'accord, au cerveau de reprendre son fonctionnement normal. Et parfois, ça prend quelques minutes. Parfois, ça peut prendre jusque 4 jours. Et donc, pendant 4 jours, le cerveau ne fait plus de nouvelles synapses. Et ça amène, Pierre, tu as peut-être déjà vu des élèves dans ton école qui font une crise le lundi, ils la refont le mardi, ils la refont le mercredi, ils la refont le jeudi, puis finalement, l'équipe éducative, à juste titre, se décourage et on va dire aux parents, on ne peut plus rien faire, mettez-le avec une code de TC et on va le changer d'école pour le mettre dans une case de soutien affectif. Non, c'est parce qu'on a juste oublié une chose. Quand il a fait sa crise de lundi, c'est de le réassurer. Quand il est revenu le mardi et le mercredi, est-ce qu'on a pris le temps de le réassurer ou on lui a rappelé le code de vie? Si je lui rappelle le code de vie que je joue au Schtroumpf à lunettes, je ne suis pas présent. C'est clair que non, là. Je suis dans un rapport de force et dans une autorité qui demande aux jeunes de se conformer à mes attentes. Donc, elle est là, la bienveillance. La bienveillance, c'est de considérer l'expérience de l'autre, d'accueillir l'autre et d'accompagner l'autre, sans oublier le rôle que l'on a. Est-ce que je suis le directeur? Est-ce que je suis l'enseignant? Est-ce que je suis l'éducateur spécialisé? Est-ce que je suis le parent? Donc, je reste dans mon rôle, mais j'accompagne le jeune. Quand le jeune est en sécurité, là, il est capable d'entendre les consignes. Parce que, Joël, moi, de la façon que je fonctionne, parce que des fois, il y a des élèves qui ont énormément de difficultés à gérer leur... tu sais, ils sont fâchés, là, tu sais, puis ils ont raison d'être fâchés. Tu sais, je veux dire, ils se lèvent pas un matin en disant « je suis fâché, puis j'ai le goût d'être fâché, puis d'écœurer le monde ». Ça, c'est clair dans ma tête, tu sais. Puis quand, souvent, ils ont de la difficulté à, gérer ce fâché-là et transmettre le message « je suis fâché », tu sais. Et ce message-là, ça va être un coup de poing à quelqu'un, ça va être je frappe la porte. Puis moi, je leur dis, écoute, tu as le droit d'avoir toutes les émotions possibles. On a le droit de vivre des émotions. Le problème, c'est que tu peux pas frapper la porte pour me dire que tu es fâché. Je veux dire, tu sais, il faut aussi leur apprendre à être, non? Oui, mais c'est le moment où on le fait. C'est ça. Si tu as déjà eu un accident de la route, OK? Est-ce que si la personne qui t'a rentré dedans te donne son numéro de téléphone, est-ce que tu vas le mémoriser? C'est clair que non. Ah ben, peut-être oui ou peut-être non. Il y a plus de chances que tu aies besoin de le noter ou de prendre une photo de son permis que toi, intellectualiser son numéro de téléphone parce que tu es en état de choc, tu viens de te faire rentrer dedans. OK? Ouais. Donc, quand on apprend une mauvaise nouvelle, notre cerveau se met en mode survie. Et tant qu'on est en mode survie, on n'a pas accès au reste. Alors, si je reprends quelque chose que tu disais tantôt, ton papa ou ta maman qui disait « Regarde, va pleurer dans ta chambre », c'est certain que tu n'apprends pas à ce moment-là à ressentir et exprimer adéquatement ton émotion. Donc, parfois, le professeur, d'accord,
il devient super important pour être la personne qui va accueillir le jeune dans ce qu'il vit. Ou bien c'est l'éducateur, l'éducatrice de l'école qui va le faire. Si tu savais le nombre de fois que je dis dans des formations, je rêve du jour où les éducateurs spécialisés dans nos écoles ne mettront plus aucune sanction. Pas leur job. C'est la job du directeur et de la directrice. Parce que, comme ça, le jeune est en confiance avec son éducateur. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir arriver à créer un lien où il va pouvoir se dire, si le jeune est dans un rapport de force avec un éducateur, il peut pas avoir confiance. Non. Donc, il peut pas aller se dire avant de frapper la porte. Il peut pas aller se dire avant de frapper le collègue. Donc, il faut vraiment que chaque rôle soit défini dans l'école. Et parce que l'éducateur ou l'éducatrice ne devrait, comme tu dis, ne devrait pas sanctionner, ne devrait pas donner de conséquences. Ben, ce serait l'idéal. Peut-être de rappeler la consigne, de voir le petit Thomas. Hey Thomas, est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte dans le couloir? Hey, Thomas est assez intelligent pour savoir que non. C'est Il n'y a pas besoin d'avoir une punition en prime. Non. OK? La même chose. Mais Joël, si on lui donne pas de punition, c'est pas juste, là. C'est pas juste pour les autres. Ouais, mais c'est lui, regarde, lui, là, il s'énerve dans le corridor puis il frappe, là, Joël. Pourquoi lui, il n'y a pas de suspension? Pourquoi il n'y a pas de copie? Pourquoi il n'y a pas de retenue? Mais tu vois, et c'est là que la philosophie devient intéressante dans une classe et que le professeur peut introduire de la philosophie. Ou l'usage, je me souviens, écoute, dans le groupe classe que j'avais quand j'enseignais justement en 90, le groupe était très, très soudé. Mais j'avais une élève qui était beaucoup plus en difficulté, qui avait la manière dont elle cherchait l'attention du groupe classe, c'était par de l'attention négative. Ce qui fait que pour plusieurs, moi y compris, c'était irritant. Tu sais, je ne peux pas nier que ça ne l'était pas, ça l'était. Et puis, il y a Jean-Jacques Goldman qui a créé une chanson, qui a sorti à ce moment-là une chanson qui s'appelle « Né en 17 à Leinenstadt ». Ça me dit quelque chose. OK? Donc, pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, vous mettez Jean-Jacques Goldman, c'est celui qui a écrit, composé le disque 2 de Céline Dion. Donc, en fait, Goldman, né en 17 à Leinenstadt. En fait, ça raconte 3 situations. La première, c'est que Goldman est d'origine juive. Et il raconte, tiens, moi, comment est-ce que j'aurais réagi si j'étais allemand? J'étais né en 1917, dans le cœur de la guerre 14-18. Et il sous-entend, qu'est-ce que j'aurais fait avec les jeunesses hitlériennes? Est-ce que j'aurais embarqué dans le processus derrière? OK? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, c'est la manière dont on a réglé la Première Guerre mondiale. Exact. OK? Donc, pour moi, c'est la même guerre. Il y a eu une pause pendant quelques années, mais c'est la même guerre. OK? Il y a d'ailleurs un de mes élèves, petite parenthèse, il y a un de mes élèves qui m'a dit l'autre fois, Jojo, il dit, Pierre, est-ce qu'il y aurait eu une Deuxième Guerre mondiale si l'archiduc n'avait pas été tué? Tout à fait. Mais là, il n'y aurait même pas eu la première. Ben là, j'ai fait... bonne question. Donc, on revient à Jean-Jacques Goldman. Donc, lui, en tant que personne d'origine juive, ben, comment est-ce que je réagirais, moi, si j'avais été un Allemand, dans les conditions de gestion de l'après-Première Guerre mondiale? OK? On a Carol Friedrichs, qui est une noire d'Amérique du Nord, et qui dit, ben, moi, si j'étais riche et blanche et que je vivais à Johannesburg, à cette époque-là, l'apartheid existait encore, on est en 90, 91, et donc il y a une ségrégation entre les blancs et les noirs, surtout une question d'argent aussi. Puis on a Michael Jones, qui est un Anglais de Londres, qui dit, ben moi, si j'étais catholique et que je vivais à Berlin, comment est-ce que je percevrais les choses? Alors qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de terrorisme autour de l'IRA qui essayait d'amener plus de liberté pour les catholiques irlandais. Donc, avec une chanson, je peux retravailler la géographie, je peux retravailler l'histoire, je peux retravailler le français, parce que c'est un poème qui est mis en musique. Et surtout, j'amène les enfants à essayer d'imaginer comment est-ce que je serais si j'étais dans les baskets de l'autre. OK? Et ce simple travail que j'ai fait pendant une après-midi avec mes élèves, en intégrant les différents cours, ben, ça fait que après, même si leurs copines
elle cherchait de l'attention négative, au lieu d'être, comment dire, irritée et se rester dans l'irritation face à la copine, il recréait le lien avec elle et l'irritation disparaissait. Tant pour celui qui ressentait l'irritation que pour la jeune fille qui, au lieu d'aller chercher de l'attention négative, était juste dans un contact relationnel. Ben oui. Et c'est ça la bienveillance. C'est de se dire à certains moments, quelle est la réalité de l'autre? Et si j'étais à sa place, comment est-ce que je réagirais? OK. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre ses limites. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être autoritaire. Tu sais, en tant que papa, je suis bienveillant, mais je suis aussi strict et exigeant vis-à-vis de mes enfants. C'est pas du laisser tout faire, la bienveillance. Non, c'est clair. Ça demande une présence. Ça demande une cohérence. Ça demande une intégrité pour faire l'intervention. Et l'enfant embarque là-dedans. J'ai une question, Joël, Oui? par rapport aux punitions qu'on parlait tantôt. Marie-Ève Bouchard dit: Je comprends le principe de ne pas punir n'importe quoi. Punir pour punir, là. Tu sais, je veux dire, la règle de vie donne une conséquence directement. Mais quand le jeune devient agressif envers les autres, adultes ou enfants, je saisis mal pourquoi on ne devrait pas sanctionner. C'est comme un geste réparateur, au moins au minimum. On a l'impression qu'il y a un message que c'est permis d'être agressif. Non. Écoute, qu'est-ce qui marche le mieux? D'avoir un ticket de police quand je roule trop vite ou d'avoir un petit radar sur le bord de la route qui me rappelle la vitesse à laquelle je suis censé rouler, ou avec un petit sourire si je la respecte, ou avec un attention si je la transgresse. Le petit radar est 10 fois plus efficace qu'un policier. Un policier, on est frustré. On est beaucoup plus en contact avec la frustration et le ticket qu'on a payé que avec la nécessité d'être respectueux du code de vie, en l'occurrence, code de la route. Donc, en fait, l'objectif, c'est pas de dire à un enfant que c'est correct qu'il mette un point dans la figure à quelqu'un. C'est de l'accueillir, de l'accompagner et de l'aider, lui, à trouver des solutions autres. Puis l'enfant, il va peut-être vouloir faire un geste réparateur. Mais l'idée, c'est qu'il le fasse au moment où il est prêt. Mmh. Donc, pas l'obliger à le faire. Tu sais, tu as des enfants. Oui, tout à fait. Il y a combien d'enfants qui ne font plus de harcèlement de manière visible, mais qui font un petit fuck you ou qui donnent un coup de pied sous la table quand le professeur a le dos tourné, et c'est celui qui réagit qui se fait punir. Donc, en fait, les intimidateurs ont trouvé le moyen très efficace, ils font un petit quelque chose, ils savent qui va réagir, et ils se servent du professeur pour punir. Ah. Donc, si nous, on punit sans avoir vu la chaîne des événements, est-ce qu'on ne risque pas d'être passé à côté de l'essentiel? C'est que l'enfant, il a réagi avec la meilleure des choses qu'il pouvait. Il n'y a aucun enfant qui se lève le matin dans le goût de mettre son poing dans la figure à quelqu'un. Non. Ou si c'est un adolescent, c'est qu'il y a une souffrance en titi qu'il va falloir écouter bien avant de lui donner des punitions. Et c'est là que je reviens avec l'importance des éducatrices dans les écoles. C'est qu'il faut qu'il y ait des espaces dans lesquels le jeune puisse se dire. Et puis peut-être que le jeune doit aller dans un local, non pas de retrait, mais dans un local d'accompagnement pendant 15 minutes, une demi-heure, une heure le matin, avec quelqu'un qui est là, qui assume un minimum de présence pour pouvoir après fonctionner dans le reste de l'école. Mais nous, on ne sait pas si papa n'a pas donné des coups. On ne sait pas s'il a mangé ou il n'a pas mangé. Il ne sait pas si la mère ne lui a pas crié dessus pendant je ne sais combien de temps. Parce que peut-être que maman et papa sont en souffrance. Je ne suis pas en train de savoir aussi, Joël. Oui, mais s'il y a un lien de confiance entre l'éducatrice ou l'éducateur et le jeune, à ce moment-là, ça peut se faire. Ouais. Et même si le jeune ne le dit pas, écoute, moi, je n'ai jamais rien dit de mon enfance avant la quarantaine bien avancée. Et j'ai commencé à en parler parce que je me suis rendu compte à un moment donné, j'avais lâché un petit quelque chose lors d'une formation qui parlait justement de l'enfance que j'avais vécue, juste une petite phrase. Et c'est des hommes
qui sont venus me voir à la fin en disant « Waouh, c'est la première fois que j'entends qu'il y a de l'espoir. » Parce que, au-delà de ce que j'avais dit, c'est ce que j'étais qui les avait inspirés. Donc, même si j'avais dit juste une petite phrase qui avait sous-entendu ce que j'avais vécu, pour eux, ils gardaient la notion d'espoir. On peut s'en sortir. Et c'est à partir de là que j'ai accepté, moi, d'utiliser une partie de mon expérience familiale pour justement dire oui, on peut s'en sortir. Ça ne veut pas dire que c'est facile. On vit des crises existentielles. On en vit tous, premièrement, mais dans les crises existentielles, quand on n'a pas eu le support nécessaire dans notre enfance, ben c'est certain qu'elles peuvent être éventuellement un peu plus profondes. Oui, c'est plus long à guérir un peu. Oui, et on a besoin d'en parler. Actuellement, je pense que les professeurs font un travail extraordinaire en contactant les élèves à la maison, non seulement parce que ça crée un lien avec l'enfant, l'adolescent, mais aussi avec le parent. Parfois, l'enseignant est la seule source extérieure où le parent peut se dire, et si on fait diminuer la pression du parent parce qu'il est capable d'en parler un peu avec l'enseignant, ben, cette pression-là qui est diminuée fait en sorte que l'écoute du parent est plus importante pour l'enfant. Donc, les enseignants, pour l'instant, font un rôle très précieux auprès des familles. Et en faisant ce lien-là avec le parent, on aide beaucoup le retour à l'école après. Oui, parce qu'il y a un lien de confiance. Ouais. Si tu savais le nombre de parents qui sont effrayés d'envoyer leur enfant à l'école parce qu'ils ont l'impression qu'ils envoient leur enfant au purgatoire. Parce qu'ils ont été blessés quand eux étaient des enfants ou des ados, ils ont été blessés et ils s'imaginent que leur enfant va être blessé tout autant. Et donc, il y a plein de parents qui sont actuellement en train de faire des choix de faire l'école à domicile parce qu'ils ont perdu cette confiance dans le système de l'école. Donc, pour le moment, ça fait partie des avantages positifs. Je fais comment dire, il y a un terme quand tu dis deux fois la même chose avec deux mots différents. Mais ce que je dis, c'est que c'est un des avantages de la situation actuelle, c'est que ce lien de confiance avec l'école peut se recréer. Et si on peut arriver à retisser, serrer notre communauté entre les familles et avec l'école, on va retrouver des espaces de vie, des espaces de déploiement qui vont être très positifs. J'ai une question parce que tu parlais de survie tantôt, que le cerveau se met en mode survie. Il y a quelqu'un qui dit que présentement, c'est la maman de 2 ados. Elle dit que elle est personnelle, elle se sent en état de survie. Mais comment faire pour se sentir rassuré puis rassurer nos jeunes? Y a-tu des stratégies pour se sortir de ce moment de survie-là, de ce qu'on ressent? Ben, la première chose, c'est déjà reconnaître qu'on est en survie. OK? Donc, si je vois que je suis en survie, que mon cerveau a fragmenté, déjà de le reconnaître, c'est le point A. Donald Trump est dangereux parce qu'il ne sait pas qu'il est en survie. OK? Ça fait longtemps qu'il est en survie, Joël. Oui, mais en fait, quand tu sais un peu son histoire, tu sais qu'il a grandi dans une famille dysfonctionnelle, qu'il a compris qu'en foutant le bordel, il avait un peu de contrôle et ça lui permettait d'avoir confiance en lui. Puis quand il est allé dans le monde des affaires, il a fait pareil et il a fait des milliards. Il fait pareil maintenant avec plusieurs pays, dont le sien. Il fout le bordel et il tire ses épingles du jeu. Tu sais? Donc, si je reviens dans ce que je disais, de reconnaître qu'on est en survie. Deuxièmement, de se dire que, écoute, c'est pas la première et c'est pas la dernière fois. Pourquoi? Ben parce qu'on a vécu des pertes d'emploi, on a vécu des peines amoureuses, on a vécu des déceptions, on a vécu des moments où on avait l'impression qu'on s'en sortirait jamais, mais on a toujours passé à travers. OK? Donc, c'est pas la première fois et on a toujours survécu. À partir du moment où on rassure notre mental, OK? Le mental va commencer à s'apaiser. Et de là, l'idée, c'est de revenir dans nos sensations corporelles. Sauter sur place, respirer, regarder tout ce qui est autour de nous,
se masser le cou, se masser les jambes. C'est-à-dire de revenir, en fait, à notre corporalité dans nos sensations. Ça nous permet de revenir dans le moment présent. OK? OK. Et l'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a pas d'ouragan. Pour l'instant, on est dans un ouragan. OK? Ouais. Cela dit, quand tu regardes un ouragan, au cœur de l'ouragan, il y a du soleil. Ce qui veut dire que si à chaque fois on peut se ramener dans notre centre, on n'est pas en train de nier qu'autour ça tourne. Mais tant que je suis centré, je suis certain que Serge Marquis a dû aborder la question la semaine dernière, OK? Tant qu'on est centré, ça permet de témoin que ça bouge, mais de rester dans la zone de soleil. Et là, on devient un phare. Si on sent qu'on commence à être pris par le vent, OK, je reviens à mon centre. OK, je fragmente. C'est pas la première, c'est pas la dernière, et j'ai toujours survécu. Puis je reviens dans un espace de corporalité. Et si le corps est un espace de trop d'angoisse, à ce moment-là, je me sers de l'environnement qui est autour de moi. Je commence à décrire les choses. Je décris un paysage. Il y a des gens qui vont aller serrer un arbre dans leurs bras. Allez-y, allez chercher des sensations qui représentent quelque chose de bon pour vous. Et plus il y a une sensation de bon, de bien-être, et on recrée en fait une continuité. Pour l'instant, qu'est-ce qui est effrayant? C'est qu'il y a une perte de continuité. C'est ça. Dans le décontinuum. C'est la même chose que, tu sais, quand tu as un élève qui est en classe, qu'il aime ou qu'il n'aime pas son prof, il connaît sa réalité. Il va quitter la classe pour aller dans la cour de récréation. Oups, rupture de continuité. Il savait ce qu'il avait, il ne sait pas ce qu'il va avoir. Donc, les rangs, ce sont des espaces dans lesquels les enfants sont plus fragiles. Les couloirs, ce sont des endroits dans lesquels les adolescents vont probablement être un peu plus promptes à réagir l'un par rapport à l'autre. OK? Ouais. Et donc, ils arrivent dans la cour de récréation. Ils sont dans la cour de récréation, ils jouent, ils jasent, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. La cloche sonne. Ah, rupture de continuité. Ils vont en classe. OK? Donc, les enfants, bien souvent, vont vivre un paquet de petites angoisses à cause de ces ruptures de continuité. Eh bien, nous sommes replongés actuellement dans une rupture de continuité parce que ce que notre vie d'avant le 12 mars et notre vie qui s'en vient, on ne sait pas ce que ce sera. Donc, il faut vraiment apprendre à revenir dans notre centre, arrêter de se laisser divertir par l'extérieur, parce que je ne peux plus courir tout partout, un entraînement soccer, un entraînement de hockey, les commissions à gauche, les commissions à droite, d'accord? Et à ce moment-là, on revient au centre et on est témoin de ce qui se passe. On accueille ce qui se passe parce que la peur, elle est là, OK? Mais on ne va plus être pris dans la tornade autour de nous. Et plus on va choisir ça, plus notre cerveau aura facile à y retourner. Au début, c'est dur. Ça demande un effort. Ouais. OK? Mais c'est de plus en plus facile. Alors, je fragmente encore. Il y a encore des moments où mon cerveau réagit. Sauf que je le vois vachement plus vite qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et je mets en place ces contre-mesures beaucoup plus rapidement qu'il y a 5, 10 ou 15 ans. Parce que il faut peut-être aussi arrêter d'écouter les nouvelles. J'ai pas compris? Il faudrait peut-être aussi arrêter d'écouter les nouvelles. Ben, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'écouter le point de presse du Premier ministre, parce que quelque part, c'est l'information essentielle qu'on a besoin de savoir. Et puis, d'utiliser Internet. C'est-à-dire de sélectionner ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Autrement dit, on peut écouter un reportage, mais pas 15 reportages. Non, c'est ça, mais il faut quand même écouter le bon. Oui. Faut le sélectionner, le bon. Oui. Ça, c'est pas évident. Non, mais en même temps, si on apprend à être dans son centre, ça va être plus facile. C'est plus difficile de sélectionner le bon quand tout tourne autour de nous. OK? Ouais. Quand tout tourne autour, c'est certain qu'on peut se laisser happer par tout et par rien. Et le problème, en fait, c'est que dans
la définition du travail essentiel, on a permis aux médias uniquement des émissions qui traitaient du COVID. Tu sais, moi, j'avais eu la chance d'être chroniqueur pour une émission pour Radio-Canada, on va se le dire. Ouais. Et on a arrêté l'émission parce que, oui, il y a eu quelques émissions où on a traité du COVID, mais c'était pas l'objectif on va se le dire, de traiter du COVID à tous les jours. Non, c'est clair. Surtout qu'il y a plein d'autres journalistes qui le faisaient peut-être même mieux que nous. Donc, l'émission est tombée. Tu sais? Donc, c'est certain que si les seules choses qui sont là, c'est des soaps américains ou des émissions où on parle du COVID, c'est certain que ça risque peut-être de faire peur à pas mal de gens. Je suis d'accord. Écoute, Joël, le temps avance très vite. Il reste déjà, mettons qu'on se donnait 1 heure, là, il reste déjà 10 minutes. J'ai pas suivi le plan que j'avais du tout. parce qu'il y a des gens qui posent des questions en même temps, qui ont des commentaires intéressants. Ça nous a amené sur d'autres choses. Il y a quelque chose que je veux partager avec toi, là. Dans une vidéo, écoute, j'ai été assez surpris d'entendre cette expression-là, la dépression parentale. Il y avait des articles là-dessus dernièrement. Et toi, dans une de tes vidéos, en fait, tu as des vidéos sur le site Internet qu'on va nommer tantôt, Cerveau et psychologie, si ma mémoire est bonne. Oui, cerveauetpsychologie.com. C'est ça. Tu as des vidéos gratuites et l'introduction, tu nous dis, je suis pas là pour vous dire quoi faire, car la plupart du temps, vous savez quoi faire. Là, ça n'a pas de l'air qu'on sait quoi faire s'il y a un pourcentage de dépression parentale qui augmente ou qui... C'est nouveau, la dépression parentale, non? Mais je te répondrai en 2 temps. Le premier temps, aujourd'hui, on considère que l'adolescence commence à 10 ans et s'arrête à 26 ans. Pourtant, D'Artagnan, tu sais quel âge il avait quand il est devenu mousquetaire? Non. 13 ans. Et quand il a quitté son père, qu'il est parti de Bordeaux pour remonter à Paris, ça c'est un peu comme si on partait de Montréal pour descendre à New York, ok? Il avait 12 ans. À 14 ans, les premiers textes historiques qui parlent des mousquetaires avec D'Artagnan, ok? On sait qu'il commandait les armées du roi de France lors d'une guerre contre les Anglais à La Rochelle. Ils étaient capables de faire des grandes missions quand on les envoyait rechercher les bijoux de la reine. Mais quand ils revenaient à Paris, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils provoquaient l'autorité, les soldats du cardinal, ils buvaient et ils couraient les filles. Ce que font nos ados. Donc, c'est une certaine normalité. Un autre exemple que j'adore prendre, ça n'a jamais dérangé personne qu'Ovila couche avec Émilie dans Les Filles de Caleb. Ou pire, que Émilie couche avec Ovila. Tu sais, une prof du primaire qui couche avec son élève. Ben oui. Le beau Roy Dupuis peut avoir l'air un peu plus mature que les autres. Techniquement, il est encore au primaire. Mais ça s'explique tout simplement parce qu'à l'époque, et ma grand-mère en a fait partie, les jeunes faisaient 8 ans d'école primaire, puis ils allaient travailler, puis pour ceux qui devenaient profs, faisaient quelques mois d'école normale et ils allaient enseigner. Ma grand-mère était titulaire de classe à 14 ans. On était médecin il y a 100 ans à 18 ans. L'adolescence, ça n'existait pas. Parce que les jeunes allaient travailler beaucoup plus vite. Et en fait, l'adolescence s'est créée parce que notre société est de plus en plus complexe et que pour faire le même travail, d'enseignant maintenant, c'est plus 14 mais 24 ans. Le médecin, c'est plus 18 ans, mais c'est de plus en plus souvent 30, 32, 33, selon la spécialité, parce que notre société, les connaissances sont devenues complexes. Donc, la dépression parentale ou le burn-out parental, il est dû bien souvent à une grande complexité de notre société, où c'est difficile d'appréhender cette complexité-là. Mais de nouveau, tu trouves pas qu'on s'en met on s'en met trop sur les épaules, tu trouves pas qu'on... Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'on est trop dans le faire au lieu d'être dans le être. Recommence, redis-le s'il te plaît. On est trop dans le faire et pas assez dans le être. Alors moi, j'entends beaucoup de coachs qui avant étaient dans des bureaux, maintenant sont sur Internet, d'accord? C'est une manière de contourner bien gentiment la loi sur la psychothérapie, qui donnent un paquet d'outils, de conseils, qui disent aux adultes quoi faire. Puis le parent ou l'enseignant ou l'éducateur va prendre cette information-là, va essayer de l'appliquer, mais ça ne marche pas nécessairement. Tu sais, mettons que toi et moi,
on lit le Kama Sutra et on prend le temps de lire ce livre vénérable qui existe depuis des milliers d'années et qui nous dit comment faire l'amour. Ouais. Est-ce que ça va marcher avec notre blonde? Peut-être, peut-être pas. Exactement. Pourtant, on a le meilleur livre de recettes qui existe. Ben oui. Donc, c'est ça le problème du quoi faire. Si on donne des recettes aux parents, si on donne des recettes aux enseignants, aux éducatrices, aux éducateurs, ben, ce n'est qu'une tâche de plus à faire. Donc on se fait absorber par tout ce qu'on nous dit au lieu d'y aller un peu plus instinctivement. Oui. Si je comprends la dynamique, OK? Si je comprends, c'est que par exemple, que mon jeune, quand il est dans une situation où il vient de frapper, c'est pas acceptable de frapper, OK? Je vais faire une distinction, il a 25 ans ou il en a 4. À 25 ans, c'est un acte criminel, voie de fait. Ouais. À 4 ans, c'est normal. Ouais. OK? Donc, à partir de là, si je peux me dire que le jeune, c'est la meilleure solution qu'il avait à ce moment-là pour répondre aux problèmes qu'il avait, je vais juste l'accueillir. Je vais l'accompagner, je vais être présent. Et quand la boucle émotionnelle elle est faite, là, à ce moment-là, je vais pouvoir essayer de l'aider à prendre conscience de son geste. Et à force de le faire, le jeune va intégrer comment faire autrement. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que quand on regarde, écoute, il y a des revues, toutes les revues sont là, il y a beaucoup de blogs aussi, il y a des blogs, là, il y a des personnes qui disent, moi, je peux partir un blog demain matin sur c'est quoi être beau papa, là, et il y a des gens qui vont prendre des trucs puis qui vont se surcharger de trucs. Oui. Et les psychotrucs, ça ne marche pas. Parce que je ne suis pas un professionnel, là. Je suis un beau papa qui vit des choses, qui explique, puis là, mais où tracer la ligne? C'est pour ça que je reviens à l'importance de la dynamique. Et que j'aime beaucoup prendre l'exemple du Kama Sutra. J'ai beau avoir intellectuellement plein de connaissances, si je ne suis pas dans la relation, ça ne marchera pas. Si je ne suis pas dans la relation à l'autre, ça ne marchera pas. Même si théoriquement ou scientifiquement, c'est la chose à faire, si elle est appliquée au mauvais moment, ça ne marchera pas. Et c'est ça que je trouve qu'on a perdu. On est beaucoup trop dans les psychotrucs. Ça ne marche pas parce qu'on ne tient pas compte de la dynamique. Et la réponse actuellement des psychologues et du monde pharmaceutique, c'est de donner des médicaments, c'est de diagnostiquer un trouble mental et de donner des médicaments parce qu'on ne tient pas compte de l'aspect développemental de l'enfant, de l'adolescent. Plus on avance, plus on voit que nos enfants sont en détresse. Mm-hmm. Et l'usage des TCC, des techniques cognitivo-comportementales, ont peut-être résolu certains problèmes, mais souvent on crée plus de détresse que ce qu'il y avait auparavant. Ben oui. Parfois, ça se voit plus tard. Le jeune va décrocher au niveau scolaire, va prendre de l'alcool, va prendre du pot, va décrocher d'un point de vue social. Donc, on ne le verra peut-être pas au moment où l'intervention se fait. De la même chose, parfois, pour l'enseignant, il y a des graines qu'il va semer auprès de ses élèves pendant quelques mois, mais qui ne fleuriront que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. On ne peut pas s'attendre à un changement tout de suite. Exactement. Non, c'est ça. Exactement. Si le jeune est aux prises avec, tu sais, il est pris à plein de choses, regarde, il n'est pas disponible, il n'est pas là. Prenons le temps juste de l'écouter. Et il y avait une question qui demandait qu'est-ce qu'on fait s'il y en a un dans la classe et qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres. De là, il y a une question d'organisation de l'école. Parfois, le jeune, il faut peut-être mieux qu'il aille voir l'éducatrice. Comme ça se permet à l'enseignant de continuer le cours formel. Ou parfois, on peut se servir d'un événement. Un jeune est en difficulté. Je reprends la jeune fille qui demandait beaucoup, qui s'exprimait beaucoup par attention négative, d'accord? J'ai utilisé cette problématique-là pour aider tout le monde. Tout le monde a fait un gain avec ça. C'est sûr. Et aujourd'hui, grâce à Facebook, je suis en contact avec ces jeunes-là qui m'expliquent comment ça leur a permis aujourd'hui d'être des papas et des mamans bienveillants.
Et j'en ai même une qui est à la tête d'une grosse équipe dans une grosse entreprise et qui dit, j'applique ce que j'ai appris quand j'avais 10 ans Et, hein? avec mon équipe. Donc, tu Wow. vois, tu sèmes des graines et tu le vois peut-être 10, 15, 20, 30 ans plus tard. Et peut-être qu'on ne le sait même pas. Peut-être les éducatrices de CPE, elles sèment des graines et la plupart des enfants se souviendront même pas qu'elles ont été dans leur vie. Donc, il y a une abnégation que l'on doit avoir en tant que professeur ou en tant qu'éducateur pour accepter que on offre ce que l'on est et ce que l'on est, Et ce sont des graines qu'on sème qui permettent le déploiement du jeune plus je tard. dirais aussi, à dire, parce que tu as parlé d'éducateurs et d'enseignants, mais les parents aussi. De temps en temps, en tant que beau-père, moi je suis beau-père, là, j'essaie d'inculquer des valeurs. C'est pas clair on verra pas ça demain matin, là, les résultats de ça. Là. Non, surtout que quelle que soit la qualité de présence du père biologique, l'enfant est dans un conflit de loyauté face à toi. Parce que si il t'aime toi, il remet en question le lien avec le père. Et c'est d'autant plus fort si papa et maman se parlent plus ou se parlent peu, ce conflit de loyauté. Donc tu risques même de recevoir un paquet de pots de bananes Ouais, à la place du père biologique. Parce que c'est plus facile d'haïr le beau-père que d'haïr le père. c'est clair. Donc, un beau-père et une belle-mère doivent avoir beaucoup d'indulgence et de présence parce qu'ils vont recevoir plusieurs pots de bananes. Faut Et pas le c'est prendre plus tard, personnel. quand les jeunes... Comment? Faut pas le prendre personnel. Non. C'est un moyen de défense pour eux autres. Là. Non, et c'est plus tard que le jeune... Exactement. Et comme je le disais tantôt, c'est plus facile d'haïr son beau-père ou sa belle-mère que d'haïr son père ou sa mère. C'est clair. Et veut pas, ça fait partie du processus de l'adolescence d'avoir un moment où il y a une colère, il y a une rage contre le parent, parce que c'est ce qui permet de couper le cordon ombilical pour que le jeune puisse se déployer. Mm-hmm. Hey, Joël, c'est presque. J'aurais peut-être une dernière question pour toi. Tu as publié ça sur ta page Facebook parce que tu donnais 7 freins, je crois, à la rentrée scolaire. Parce que là, ça peut aider les parents aussi à comprendre certaines choses, là, parce que je sais qu'il y a des parents aussi dans notre auditoire. Là. Tu disais que, et si la santé, c'est une solution que tu proposais, et si au lieu de réouvrir les écoles, en fait, parce que ça risque de ressembler à une garderie, parce que, comme tu dis, les jeunes ne sont pas nécessairement disponibles. Puis il y a des parents qui doivent aller travailler. Ça commence à être une nécessité pour certains parents, certaines familles. Puis là, tu proposais, et si la santé publique permettait à ce que les enfants et ados recommencent à se fréquenter dans la maison de l'un et de l'autre. Donc, tu es en train de nous dire que nous ici, là, je te dis, là, on est vraiment très chanceux parce que ma blonde et moi, on est 2 enseignants. Alors, je te dis, là, on est vraiment dans le 1% des familles très chanceuses au Québec présentement. Là. Donc, tu suggères que nous, on pourrait, par exemple, accueillir des amis des enfants, des ados qu'on a ici, pour permettre aux parents de ces amis-là d'aller travailler au lieu d'ouvrir les écoles. Oui. Tu sais... Là, on revient à ça prend un village pour... Bon, c'est pas juste ça. C'est aussi la santé publique parce que ce qui a fait changer ou ce qui a amené en fait le premier ministre à prendre la décision d'augmenter le confinement bien avant même que l'Europe ne le fasse, OK? À part l'Italie qui avait amené l'armée dans les villages. Ouais. Ce sont des informations qui sont arrivées auprès du PM vers le 10, le 11 mars dernier. Ouais. Entre autres, en Italie, tu as 60 ans, on ne te traite plus. On t'accompagne. Tu réussis à survivre, tant mieux, mais il y a de fortes chances que le COVID va t'emporter. Qui plus est, si tu as une maladie chronique, parce qu'à ce moment-là, tu as 99,2 chances sur 100 de partir. Le PM ne voulait pas ça. Au moment où il est sorti, en fait, lors de son premier point de presse le 12 mars, la France permettait encore des rassemblements de 1000 personnes. Le Québec a dit 250 personnes. Parce qu'on savait ce qui s'en venait. Ouais. C'est très particulier parce que j'étais à Radio-Canada ce jour-là
et c'est la première fois que j'ai vu la peur dans le regard de plusieurs personnes à cause du COVID. Wow. Alors qu'on en riait les jours avant. Ben oui. OK? Parce que c'était comme une grosse grippe. C'est vrai que fondamentalement, un coronavirus n'est pas nécessairement problématique, plus mortel que ça. Un virus, plus il se répand vite, moins il est létal. Contrairement, en fait, à l'Ebola, qui est très létal, donc très mortel. Donc, il ne se répand pas vite parce qu'il tue très rapidement, en fait, la personne. Cela dit, si on a l'Ebola, on donne de l'eau propre et du potassium et on traite la personne. Pourquoi est-ce qu'on meurt de l'Ebola en Afrique? C'est parce qu'ils n'ont pas de l'eau salubre et qu'on ne leur donne pas de potassium. OK? Sinon, on pourrait s'en sortir de l'Ebola. Je ferme ma parenthèse. Parfait. Donc, on a un virus qui se répand vite. Donc, normalement, on n'est pas très mortel. 0,75% des cas devraient malheureusement conduire au décès. Le seul problème, c'est que ce virus-là est tellement rapide, c'est que ça pose un problème à notre système de santé. On sait qu'environ 80% des gens vont être en contact avec le COVID et on ne le saura pas, ils ne feront pas de symptômes. 10% vont avoir un état grippal, vont dormir un peu plus, vont avoir un peu de mort, vont tousser, mais peuvent rester chez eux sans aucun problème, même pas de support médicamenteux en tant que tel. Mais tu as un 10% des gens qui ont besoin de support hospitalier. Donc, 10% du Québec, c'est 800 000 lits. Nous n'avons pas 800 000 lits. Non. Donc, à ce moment-là, pour éviter on doit faire des choix déchirants dans les hôpitaux, M. Legault a choisi de confiner le Québec. Et on a embarqué collectivement. Il y a quelques récalcitrants, mais on a embarqué. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas d'immunité collective, parce que le vaccin, c'est un grand... Moi, j'entends parler beaucoup de vaccins, mais si des vaccins contre les coronavirus existaient, ça fait longtemps qu'ils auraient été, mis sur le marché, parce qu'il y a un beau marché. OK? Donc, on a besoin d'une immunité collective. Il faut que notre corps s'habitue à ce nouveau virus et soit capable d'accueillir, entre guillemets, le virus et de mettre en place les contre-mesures, les anticorps, pour résister à ça. Okay. Alors, si on ouvre trop vite les écoles, parce que la pression économique est très forte, on risque en fait de poser des problèmes pour les enfants qui ont une santé fragile, notamment les enfants EHDA, pour les enseignants qui ont une santé fragile, qui vont travailler, pour les parents des enfants qui ont une santé fragile, parce qu'on sait que, comme je disais tantôt, le principal décès à cause du fait qu'ils ont une maladie chronique. OK? Et seulement 0,8% des gens, selon les données de la santé publique de plusieurs pays européens, et ça se confirme au Québec, seulement 0,8% des gens, il n'y avait pas de maladie chronique diagnostiquée avant que le COVID ne soit là. Okay. Le COVID, c'est un catalyseur. C'est une forme de catalyseur, oui. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que le corps réagit bien dans la plupart du temps, mais dans le cas de maladies chroniques non stabilisées, par exemple un diabète, OK, où la personne ne suit pas suffisamment bien son taux de sucre, puis s'en fout ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui a un problème d'alcool, qui peut avoir des problèmes de foie, ou quelqu'un qui a des problèmes rénaux, on voit en fait qu'à un moment donné, le corps n'arrive plus, les anticorps n'arrivent plus à comprendre qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal et se retourne en fait contre la partie du corps qui est en difficulté. C'est ce qu'on appelle les fameuses tempêtes de cytokines. OK? Donc, si je reviens à ça, les parents ont besoin de travailler. Permettons-leur de travailler, déconfinons progressivement. On peut avoir des mesures de travail dans une usine, dans un magasin, que des adultes vont pouvoir être capables de respecter. Dans une école, les enfants se touchent. Les enfants sont en contact les uns avec les autres. Les enfants ont besoin d'un contact privilégié avec leurs profs. On ne peut pas enseigner à 2 mètres d'un enfant pour lui expliquer un problème de maths ou un problème de grammatical. OK? Les enfants ont besoin de jouer avec des ballons, ils ont besoin de courir, ils vont rentrer en contact. Autrement dit, si on amène une école à être trop ensemble, le risque que tous les efforts que nous avons faits depuis le 13 mars tombent d'un coup et qu'on se retrouve avec 10 000, 30 000 personnes dans les hôpitaux et de ne pas être capable, en fait, de les traiter. Donc, OK pour une immunité collective, OK pour le fait que les gens recommencent à travailler, mais allons-y calmement.
Et puis ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'un parent voisin ou de quelqu'un qui peut les aider, mais les services de garde dans les écoles pourraient fonctionner, pourraient être ouverts. Et à ce moment-là, il y aurait des groupes plus petits et on pourrait progressivement mettre en place dans les écoles des mesures qui feraient en sorte que on va être capable de désinfecter. Une école, c'est pas un hôpital. À l'hôpital, tu as une armée de gens qui vont nettoyer. Puis on voit à quel point c'est difficile avec l'assez difficile. Une fois qu'on a cette bactérie-là qui est rentrée, ça prend du temps pour désinfecter un étage. OK? Pourtant, ils ont une armée de préposés ou de personnes qui font ça. On n'a pas ça dans nos écoles. On a un concierge qui est là quelques heures par jour. On a peut-être des enseignants qui feront ce qu'ils peuvent, mais c'est pas leur métier de désinfecter un local. Donc, il faut un apprentissage. Il faut y aller progressivement pour éviter que... Autre problème, nos adolescents. Ça fait 6-7 semaines qu'ils ne voient plus leurs amis. Ils vont avoir envie de se tenir la main. Il y en a un paquet qui sont en couple. Il y en a un paquet qui... OK, ils sont avec FaceTime ou Skype, mais ils ont le goût de se toucher. En plus, on est au printemps et on est des animaux. Autrement dit, nos hormones, elles sont dans le tapis pour l'instant. OK? Donc, nos jeunes, ce qu'ils vont faire, ils vont vouloir s'embrasser. C'est normal. On leur a demandé de faire un effort depuis 7 semaines. Permettons-leur de s'embrasser, mais peut-être pas à l'école. Peut-être dans le parc. Demandons-leur, essayez de faire attention. Essayez de ne pas vous regrouper par une vingtaine. Essayez peut-être d'être avec votre copain, votre copine, mais allons-y lentement et voyons l'effet sur la courbe. Si la courbe se maintient et qu'on est toujours dans les 6000 lits qu'on pourrait avoir en cas de problème de COVID, donc pour les gens qui ont besoin d'être hospitalisés, ben, tant mieux, on peut continuer et peut-être que les écoles pourraient ouvrir de manière plus large. Mais si on y va trop vite, j'ai peur que on y aille beaucoup trop rapidement. Autre chose aussi, Pierre, admettons que le petit Thomas ou la petite, Louise viennent à l'école avec le COVID sans le savoir et qu'il y a un enfant qui est infecté par cet enfant-là. Et qu'on le sait finalement que c'est Thomas ou Louise qui ont amené le COVID à l'école. Fini, hein? Comment est-ce qu'on va réagir face à l'école? Comment est-ce que les médias, est-ce qu'on va lyncher le directeur de l'école comme on a... Tu sais, peut-être que... Moi, je suis pas dans les CHSLD, je sais pas ce qui s'y passe. Et oui, peut-être qu'il y a des CHSLD qui sont terriblement mal gérés. Mais je ne pense pas que tous les CHSLD sont mal gérés. Ben non. Que toutes les maisons de transition sont en problématique. Il y a une réalité, il y a le COVID. OK? Donc, à ce moment-là, on ne peut pas lâcher tout le monde. On ne peut pas lâcher les profs, les enseignants, les directeurs d'école ou les parents ou l'enfant. Donc, on a besoin d'un gentleman agreement avec les médias. Oui, parce que la plupart du temps, on ne le sait pas si on l'a. Non. C'est ça qui est étonnant avec cette espèce de virus-là. Non, parce que c'est comme ça avec tout le coronavirus. C'est ça, non, mais je veux dire que particulièrement ces temps-ci, c'est intense, là. Tu sais, je veux dire, là, on est confinés, tout ça. Puis c'est drôle parce que mon père, mes parents vivent en haut de chez nous. Je te dis, on est chanceux, là. Tout est là, là. Mais mon père, puis je disais, mais Colbin, tu sais, je suis en vacances, selon ce que notre ministre de l'Éducation a dit. Je parlais des 2 premières semaines. Je dis, c'est dommage, on ne pourra pas aller faire le ménage du garage puis tout ça. Ben, il dit, qui dit que tu l'as? Mais je dis, qui dit que je l'ai pas? Oui. Faut que ça nous rentre dans la tête, ça, ce doute. Oui, puis en même temps, faut être capable de gérer les conséquences de notre vie. Quand on prend la voiture, même si on est prudent, il y a un risque qu'on nous rentre dedans. Il y a un risque, malheureusement, il y a une défaillance mécanique qui fait en sorte qu'on fait un crash et on peut laisser notre vie dans ce crash-là. Ouais. Donc, la gestion du risque fait partie de la vie. Si je prends mon vélo, je peux tomber tout seul, mais je peux aussi faire frapper par une voiture. Si je prends ma motoneige, c'est la même chose. Si je joue au tennis, je peux recevoir la balle sur la tempe et mourir. Donc, il faut revenir à notre capacité de gérer le risque. Pas facile, ça.
Non, mais c'est de nouveau une occasion, quand je disais tantôt qu'il faut se retrouver au centre de la tornade, c'est dire, OK, c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le sens de la mort? Euh, Peut-être qu'il faut C'est des belles discuter questions. entre nous. C'est bien beau de pester contre le gouvernement ou contre un tel, mais et si les gens faisaient des rencontres virtuelles avec leurs amis pour se partager comment est-ce qu'on perçoit le sens de la vie, le sens de la mort? Et je crois que si on arrive à faire ça, on va être calme comme parents, comme enseignants, comme éducateurs, comme directeur d'école, comme responsable d'entreprise. Et si on arrive à être calme, on va agir comme un phare et on va pouvoir aider les autres à trouver leur port. Parce que quand un bateau voit un phare, l'objectif, c'est pas d'aller vers le phare, il y a des rochers. On se Mhm. sert d'un phare pour aller dans le port, pour Exact. éviter les rochers. Donc, Exact. soyons des phares les uns pour les autres. Retrouvons cet espace de communauté. Plus il y aura un espace de communauté, plus on va s'entraider, plus on sera dans la vie. Et c'est là que on utilisera un drame collectif Mhm. pour en faire quelque chose de positif. Joël, je veux terminer en parlant du site internet cerveau et psychologie.com. Oui, Tu as des formations en ligne, j'ai pas terminé les formations gratuites. C'est des entrevues, c'est des trucs, des stratégies que tu donnes aux parents, aux éducateurs, aux personnes qui sont en lien avec des enfants, des jeunes, des ados, entre autres. Il y a aussi des formations payantes, donc on peut payer pour des formations. Il y a des attestations, je pense, qui viennent avec ça. pas pour les formations gratuites parce que sinon Non, je m'en sortirais pas. c'est ça, je dis, mais Il y a 28 000 personnes sur la plateforme actuellement. Faire une attestation, ça prend au moins une dizaine de minutes pour Mhm. vérifier ce que la personne a vu ou n'a pas vu, d'aller vérifier un paquet de choses. T'imagines 28 000 fois 10 minutes? Non, non, c'est clair que c'est. C'est énorme. Ouais, Plus chacune des formations qui est séquencée, ça devient l'enfer. Donc, exact. il y a des attestations pour les formations, les programmes qui sont payants. Ça fait partie de l'accompagnement que je fais. Mhm. Sinon, au niveau des minutes de formation gratuite, je pense qu'il y en a plus de 5 000 actuellement. Oui, oui, non, non, écoute, on en a Donc, il y pour a beaucoup quelques. de matériel et Oui. les gens, oui, peuvent aller là-bas. Ils vont pouvoir retrouver plein de choses qui va les aider. Il y a notamment comment dire, une petite formation que j'ai mise en ligne il y a 2 semaines, je pense, pour aider les parents en fait à gérer des crises qui se passent à la maison présentement. Il y a Mhm. même en fait un livre numérique. Si les gens vont sur Joël Monzé, docteur en neurosciences sur Facebook, vous allez pouvoir retrouver le lien pour pouvoir aller télécharger ce livre-là. Il y a aussi Cerveau et psychologie, neurosciences et psychologie sur Facebook que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir le lien. Ou au pire, vous m'écrivez, il n'y a pas de problème, je vais vous transmettre le lien pour que vous puissiez aller chercher la ressource. Et donc, à ce moment-là, ben, l'objectif, c'est d'aider les personnes. Et il y a des livres aussi, tu as écrit plusieurs livres quand même. Oui, une dizaine. Peux-tu nous en suggérer un là, qui pourrait nous aider à calmer un peu notre anxiété, notre stress en ces temps de confinement? Ben moi, je dirais que probablement que celui qui est le plus intéressant à consulter présentement, c'est Et si on les laissait vivre, qui est mon plus récent, Mhm. mais qui va aider en fait à mieux comprendre les dynamiques émotionnelles de l'enfant, nos propres aussi émotions, nos attentes, nos croyances, nos envies, nos désirs. Et à partir de ce moment-là, ben, on aura probablement des stratégies pour pouvoir intervenir de manière bienveillante avec les enfants. D'ailleurs, il y a plein de propositions que je fais. Une fois qu'on a compris la dynamique de l'enfant, d'accord, on va savoir à quel moment on peut intervenir et à quel moment il vaut peut-être mieux ne pas le faire. OK? Mhm. Et après ça, ben, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai compris la dynamique? Donc là, il y a des outils qui sont proposés. Donc c'est Et si on les laissait vivre, qui est sorti chez Dauphin Blanc il y a 2 ans. Alors, on va aller lire ça, c'est certain. Joël, écoute, on a dépassé, là, c'est 1h20 ensemble, presque 1h30 parce qu'on a commencé un petit peu avant. Et merci de ta générosité, c'est vraiment, vraiment super. Oui, le lâcher prise, il y a eu des beaux commentaires. Merci, en tout cas, tout le monde te remercie là pour le temps alloué. La vidéo va être sur ma chaîne YouTube. Donc, vous cherchez Pierre Gagnon là, sur YouTube. Un moment donné, vous allez tomber sur moi. Là, j'ai aussi quelques vidéos. Pierre dans son garage, pour, parce que je suis vraiment installé dans mon garage. Pas aujourd'hui, mais pour les vidéos. Merci Joël encore. Puis j'aimerais ça à un moment donné qu'on se reprenne parce que t'as des idées très arrêtées sur l'école, ce que devrait être l'école,
un peu plus modulé. Puis j'aimerais ça qu'on s'en reparle. On n'a pas eu le temps malheureusement aujourd'hui, mais j'aimerais ça qu'on s'en reparle bientôt. Parce que ça m'intéresse vraiment ce que tu penses là-dessus. Merci beaucoup, Joël. Ben, avec grand plaisir. Et à la prochaine. Salut à tout le monde, puis prenez soin de vous. Excellent. Merci beaucoup, Joël.